Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le vrai monde. Je ne sais pas si vous connaissez ce merveilleux livre de John Kennedy Toole qui est sorti de manière posthume. Ce livre s'appelle La conjuration des imbéciles. Et le petit prologue est une phrase qui dit, deux points, on reconnaît l'arrivée d'un génie dans ce monde au fait que immédiatement tous les idiots se liguent contre lui. Claude Lelouch n'est peut-être pas un génie, mais il y a une confrérie, congrégation de gens qui ont souvent eu un regard un peu condescendant sur son travail, comme s'il échappait à toute catégorie, comme s'il ne pouvait pas le ranger facilement dans une case ou dans une autre. Il y a même eu une discussion entre lui et François Truffaut, où François Truffaut, en gros, actait que Claude Lelouch ne ferait pas partie de la nouvelle vague. C'est peut-être très bien pour Claude Lelouch, mais qui fait comme ça des petites querelles de chapelle, souvent inutiles. Et pour essayer de mieux comprendre le travail de Claude Lelouch, qui est toujours en activité, j'ai eu envie de vous recevoir. Philippe Azoulay, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été en immersion, c'est le mot qu'il faut employer maintenant, avec Claude Lelouch pour votre documentaire qui est actuellement en salle, qui s'appelle « Tourner pour vivre ». Tout à fait. Et je pense alors initialement, c'est presque vous qui avez initié ce documentaire, parce que vous étiez allé faire un road movie quelque part en Inde, je crois, et vous avez appelé Lelouch pour qu'il vienne vous retrouver. Ça a donné, pour simplifier, Tourner pour vivre. Bon, donc je suis à l'initiative de Tourner pour vivre, mais j'avais déjà un voyage programmé en Inde au préalable pour autre chose. J'ai initié Tourner pour vivre parce qu'il m'a raconté quelque chose et que ça m'a semblé... Il m'a paru comme une évidence qu'il y avait un film à faire sur ce qu'il venait de me dire et à condition qu'il me laisse le faire librement. Et puis je suis allé en Inde et revenu et allé et revenu. Et en revenant, au fur et à mesure, j'ai convaincu Claude qu'il y avait d'autres projets, que son prochain film devait être 1+1 en Inde, voilà. Alors, ce qui est super beau, c'est que vous dites quelque part que vous êtes face à, quand vous voyez Claude Lelouch, que vous connaissiez très bien par ailleurs et auparavant, qu'il ressemblait à une sorte de Tintin. C'est en Inde que ça m'a fait l'effet, c'est-à-dire que Claude a une sorte d'innocence, il voit pas le monde comme les autres et parfois ce qu'il voit ne correspond pas à la réalité, mais c'est sa vision des choses et en même temps il est plein d'énergie, plein de curiosité, il est toujours un peu journaliste, curieux. Et lorsqu'on était en Inde, ça m'a fait cet effet de me dire, en fait, mon personnage, c'est Tintin. Même s'il a 80 ans aujourd'hui, ou 84 ou plus, et que les années pèsent sur ses épaules, il a la même candeur, la même innocence. Il a cette vertu ou ce défaut de ne pas voir le monde tel qu'il est, mais tel qu'il le rêve. Et d'être curieux et de courir après des choses qui existent ou qui n'existent pas. Donc c'est ce qui est véritablement le personnage de Tintin, parce que toutes ces aventures à Tintin, on a le parfait copain, il a un peu nunuche Tintin dans toutes ces aventures, et pourtant c'est un héros qui triomphe, qui nous embarque et qui nous fait rêver, tout en ayant une innocence, l'innocence d'un ado. Et Claude est un peu dans cette verve. Mais vous n'étiez pas son Milou. Non, j'espère pas être son Milou, ni son Jiminy Cricket, ou un mélange des deux, doublé d'un capitaine Haddock et parfois d'un tournesol. Vous savez ce qui m'a frappé à partir du moment où j'ai vu votre film et que j'ai vu si souvent Claude Lelouch donc pris dans ses bureaux, sur le tournage, un peu partout, 7 ans non-stop, c'est un détail vestimentaire qui peut paraître anodin. Il a toujours un blouson. On le voit jamais, même quand il fait des entretiens aujourd'hui, quand on le voit sur le fameux réseau YouTube, c'est un homme à blouson. Comme s'il était prêt à partir d'aventure en aventure, pour reprendre le titre d'un film célèbre. On le voit rarement avec le nœud pape, avec une veste, etc. J'ai l'impression que c'est vestimentairement aussi qu'il affirme sa jeunesse et le fait qu'il soit prêt à partir. Oui, il s'habille un peu comme un ado, avec des blousons et des marques qui s'affichent. Il quitte pratiquement jamais son blouson intérieur-extérieur, il reste habillé de la même manière. Il a pratiquement que des tennis aux pieds. Enfin, il ne met essentiellement que des tennis. Et en effet, il a cette notion d'être prêt à embarquer, d'être prêt à partir à tout moment. C'est peut-être dû à son enfance et à son éducation, où il a vécu une époque où il fallait être prêt à partir, où la valise était prête à tout moment et il devait être prêt à embarquer de façon inattendue. D'ailleurs, la notion de gare est très importante dans votre documentaire Tourner pour vivre. Il y a une gare en Inde
il y a une gare à Saint-Lazare et on sent des raccourcis énormes. C'est toujours le mouvement. Je vous propose d'écouter la bande-annonce de votre film. J'ai trompé plein de choses dans ma vie, des femmes, des enfants. Mais le cinéma, j'essaye de lui être fidèle. J'ai brisé mes chaînes avec un homme et une femme. J'ai dit, il faut libérer le scénario, il faut libérer l'acteur, il faut libérer tout le monde. Un homme libre décide même de la date de sa mort. C'est incroyable. Insensé. Quand tu viens en Inde, si t'es pas mort au bout de 500 km, c'est que Dieu existe. Le plus beau scénario que j'ai jamais eu de ma vie. Un nouveau, alors? Ouais. Des fois, je sais même pas où je suis, mais j'y vais quand même. Comment vous avez pu savoir ce qu'on va faire demain? Parce que Claude, lui, il le sait pas. Il a tout changé, et les dialogues n'existent plus, c'est d'autres dialogues. Il y a du danger sous contrôle, je sais pas comment dire. Clac, 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 clac. Je crois à l'incroyable fertilité du chaos. Lelouch, il a une sacrée liberté. Il me fait penser à Piala. La seule chose qui m'intéresse, c'est de faire des films. Si je fais de la distribution et les producteurs, c'est parce que j'ai trouvé que des cons autour de moi. C'est vraiment quelqu'un qui peut être détestable aussi. Putain, merde! Faites pas chier avec la technique, c'était magnifique. Il est fou. Le hasard a pris les bonnes décisions que moi, j'étais pas capable de prendre. Mais tu as une chance, toi, mais c'est hallucinant. Passe, c'est moi qui bute. Pile, c'est lui. Non, on s'est pris une grosse claque. Les jeunes, on les a pas du tout. Je fais un peu la gueule, là, au hasard. Au ligne d'arrivée, je la vois de plus en plus. C'est cruel, le cinéma, des fois. Pour les amis, tel acteur qui n'est plus là. C'est souvent comme aller au cimetière. En fait, t'as choisi le cinéma parce que ça tourne. Va savoir. Woody Allen a fait plus de films que moi, ça m'énerve. Il faut l'arrêter, ce mec. Philippe Azoulay est l'invité du Vrai Monde sur Fréquence Protestante 100.7. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous n'auriez pas appelé ce même film « Vivre pour tourner » plutôt que « Tourner pour vivre » derrière le jeu de mots, il y a aussi que maintenant, tourner pour vivre, c'est aussi le fil qui maintient, indépendamment de ses amours, qui maintient que Lelouch peut être en vie. Il tourne pour vivre, alors que pendant 50 ans, il a beaucoup vécu pour beaucoup tourner. En fait, ce titre vient de moi. Enfin, bien évidemment, il vient de moi, mais il parle de moi plus que de Claude. Donc, c'est vérité. J'ai choisi ce titre parce que j'étais à un moment de ma vie particulier. Le ciel m'était tombé sur la tête. Et ce film m'est tombé dessus. Et il s'appelle... J'ai cherché plusieurs titres. Hein. Ça allait de In Bed with Claude Lelouch jusqu'à plein d'autres titres qui pouvaient correspondre au film. Et je me suis dit, non, ce film arrive à un moment de ma vie particulier. Et ce que je mets dedans en fait est très personnel, donc tourner pour vivre est devenu comme une évidence, et ça parle de Claude, mais au moment où je choisis le titre, ça parle véritablement de mon humeur et de mon état, voilà. Et lorsque j'ai eu des moments de doute, parce que comme ce tournage a duré 9 années, 10 ans de production, 9 années de tournage, dont 7 à plein temps. J'étais au début pas salarié, enfin je l'ai fait comme ça, puis j'ai créé une société en cours de route. Je n'étais pas payé, je me suis pas payé pendant 7 ans. Donc j'ai eu des moments de doute, comme tout artiste indépendant, comme tout artisan qui travaille dans son coin, mais encore plus que je n'en avais jamais eu, parce que je me disais, mais je fais un film que personne ne regardera, personne ne verra, je sais même pas où ça va. Donc voilà, mais bon, l'aboutissement est heureux. Finalement, comme le disait François Mitterrand sur... Franz-Olivier Gisbert, qui écrivait beaucoup sur lui, il disait finalement, mais tout portrait est un autoportrait. Peut-être. J'espère qu'en parlant de lui ou de nous, on a un peu parlé de vous aussi. Quand vous avez monté votre boîte de production, Philippe, vous l'avez appelée Rosebud. Non, ça c'est la première. La première, hein, là, je parlais de la première. Hein, ouais. Rosebud, c'est pas celle que vous avez aujourd'hui, mais on se définit aussi par les noms, hein, le nom qu'on donne à nos enfants, et le nom que l'on donne à nos boîtes de production. Donc Rosebud, allusion à Orson Welles et Citizen Kane. Mais pas que, en fait. C'est une bataille indienne. C'est la dernière bataille amérindienne où, suite à un incident avec un Indien dans un village blanc, l'Indien s'est réfugié dans ces territoires et le shérif est venu le chercher pour le récupérer. Et les Indiens lui ont dit « Non, là, vous êtes sur notre territoire
La loi est claire. Il va être jugé par nous pour son délit, mais pas par vous, parce qu'il est revenu chez nous. Et le shérif n'a pas voulu écouter. Il a appelé d'autres policiers. Ils sont venus, puis les Indiens les ont repoussés. Alors le gouverneur a appelé la garde nationale. Et voilà que tout d'un coup, dans les années 70, on se retrouve avec une garde nationale ultra armée qui arrive pour encercler un village indien. Et les Indiens qui, plutôt que de céder, ont décidé de respecter ce à quoi ils croyaient, se sont mis des peintures de guerre, ont fumé le calumet de la paix toute la nuit et se sont retrouvés au petit jour avec leurs peintures de guerre, leurs chevaux, leurs flèches et leurs Winchester face à la garde nationale, en leur faisant comprendre que même s'il y avait un problème avec l'individu, il y avait des règles et qu'ils préféraient mourir en respectant ces règles que vivre en les outrepassant. Donc ça a été tout d'un coup, voilà. Et les gens se sont émus de ça et ont demandé à la garde nationale de pas intervenir, parce que ça aurait été un massacre. Et c'est là donc la dernière bataille où les Amérindiens ont fait valoir leurs valeurs que je respecte énormément. Vous voyez, là, j'ai un tatouage, c'est Wakantanka, qui est donc Dieu chez les Amérindiens, mais qu'ils appellent le grand mystère. Ça montre à quel point ils ont une véritable sagesse, parce que ce à quoi nous croyons, eux, l'appellent le grand mystère. Cet humanisme qui façonne, j'imagine, votre esprit, je pense qu'il corrode, au bon sens du terme, votre film. On voit... c'est pas un documentaire où on essaye de nous montrer les choses par en dessous. Quand Sandrine Bonner dit à Johnny Hallyday « Mais tu sais, on a tous peur », sur un tournage où on est tous insécures, ou quand Johnny Hallyday dit tout simplement qu'un prêtre lui a mis la main aux fesses, et qu'on passe là sans s'attarder, c'est juste une parole dite. Je ne sais pas combien d'heures vous avez tourné, mais on a l'impression que votre œil était en accord avec votre âme. D'abord, j'essaie toujours d'être en accord avec mes convictions. J'ai la chance d'avoir choisi un métier qui me plaît, d'être mon propre patron depuis des années, que ce soit à travers Rosebud ou aujourd'hui avec As You Like Films, et d'être un enfant gâté aussi, un peu comme Claude ou tant d'autres. Donc je ne fais que des choses auxquelles je crois. Et je n'aurais pas pu collaborer à quelque chose qui allait à l'encontre de mes valeurs. Donc oui, le film, je l'ai fait, et justement parce que je l'ai fait dans les conditions que je vous ai évoquées, totalement libre, totalement indépendant, et puis animé d'une force que je n'imaginais pas encore au début. Je l'ai fait vraiment comme je le sentais et comme je le croyais. Et c'est parce que personne nous a aidés, personne nous a financés, parce qu'aucun diffuseur n'a cru au projet à son origine, qu'aujourd'hui il a cette force et peut-être cette singularité. Et il m'a semblé que... Enfin, j'en suis convaincu depuis longtemps, nos métiers sont des métiers de passeurs. Je ne sais pas si on est la lumière ou la queue du tunnel, si on est la tête ou la queue, mais en tout cas, dans les métiers artistiques, je pense que notre rôle numéro un, bien sûr, on peut espérer éveiller les consciences, mais déjà de passer quelque chose, passer nos visions, passer nos expériences, passer nos voyages, passer notre vécu. Donc dans ce film, j'ai essayé d'y mettre, et le sujet s'y prêtait merveilleusement, avec un Lelouch en cavale. Quand je dis en cavale, c'est en cavale à travers le globe pour essayer de se découvrir et de donner un sens à ses luttes, à ses combats, à ses passions. Tourner pour vivre se devait d'être un film sur l'énergie, sur la passion quelle qu'elle soit, la passion des autres, la passion artistique, la passion sentimentale. Claude Lelouch dit souvent qu'il n'est pas un metteur en scène, mais il est un metteur en vie. J'imagine que pour vous, même si vous connaissiez l'homme, c'était une mise en abîme d'autant plus grande, parce que vous ne filmiez pas quelqu'un dont les films sont storyboardés, prévus 3 mois à l'avance. Vous filmez, on voit, il y a des séquences mémorables dans votre film sur un oiseau qui s'en va, qui revient. Mais vous deviez respecter par votre caméra la vie qui aussi qui arrive et qui peut repartir chez un cinéaste aussi basé sur un certain hasard que Lelouch. La vie peut éclore à tout moment et fuir. Oui, c'est ce qui a été pour moi une source de bonheur. Alors ça m'obligeait à rester en éveil 24/24 parce que tout peut arriver malgré le plan de travail établi. Ben non, rien n'est écrit à l'avance dans ces conditions. Et c'est une des raisons pour laquelle j'étais convaincu dès le début qu'il allait avoir une histoire, parce que la méthode de Claude, qui est de prendre la mer en fait comme un marin qui partirait pour une croisière, ne sait pas la météo qu'il va avoir, et il va s'adapter à la météo. Et donc tous ceux qui embarquent avec lui à bord
vont faire le voyage dans ces conditions. Ce qui est très loin du cinéma conventionnel où tout est préétabli, on maîtrise en studio. Et en dehors, les humeurs personnelles, les disputes, les problèmes de couple ou les mauvaises nuits, la journée se passe comme prévu. Là, chez Lelouch, rien ne se passe jamais comme prévu, ou plutôt tout se passe comme dans la vie, c'est-à-dire jamais comme on l'imaginait. C'est ce que dit son épouse d'ailleurs à un moment du film, hein, Valérie Perrin, il dit avec Claude Lelouch, rien ne se passe jamais comme prévu. Philippe, je voudrais que vous fermiez les yeux. Pour de vrai. Voilà. Est-ce que vous pouvez spatialement nous décrire votre chambre d'enfant ou d'adolescent? Oh, j'en ai eu tellement. Vous voulez laquelle? Celle qui vous vient en premier. J'en ai. C'est une question d'époque. J'en ai une dont je me rappelle parce que j'étais très 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 turbulent. Je me rappelle avoir escaladé les étagères plus d'une fois, de m'être cassé la gueule et plus d'une fois, et que ma mère m'emmenait de toute urgence aux cliniques me faire recoudre. J'en ai une autre qui était un peu plus tard et qui était à l'époque couverte parce que j'étais passionné de sport et notamment de tennis que je pratiquais quotidiennement. Donc j'avais des photos de mes joueurs de tennis préférés, Jimmy Connors, John McEnroe, pour ne citer que. Et puis d'affiches de films et de photos de films, ayant grandi dans ma famille maternelle étant dans le cinéma depuis 1910, j'ai grandi dans un monde où le cinéma était très présent. Donc je me rappelle de ces deux chambres qui sont mes deux chambres principales d'enfance. Est-ce qu'il y a des objets qui étaient dans une de ces deux chambres qui sont toujours dans votre logis actuel? J'ai des objets... Oui, on m'a donné on m'a fait cadeau de stylos à un moment de ma vie que j'ai gardé. Mais sinon, je pense que la plupart des objets de cette époque et photos... non, je ne les ai pas gardés. Je ne les ai plus autour de moi. Borg, McEnroe, Exit. Borg, McEnroe, Exit. Voilà, quand j'ai compris que je n'étais pas à leur niveau, j'ai supprimé les affiches de mes... Mais je n'ai plus d'icônes, c'est-à-dire que je ne fonctionne plus comme on le fait quand on est môme, avec on idolâtre des monstres sacrés, qu'ils soient du monde artistique ou du monde sportif ou autre. Voilà, non, mes icônes aujourd'hui sont réelles et intérieures. On va écouter quelqu'un qui aime beaucoup Claude Lelouch. When I was watching the film, at a certain point in it, I realized, oh my God, this is kind of like Pulp Fiction, but 25 years earlier. How come I never knew about this movie? No matter what the scenario is, the underlying subject is a love letter to cinema. And I've tried my best to follow in your tradition. Et moi, je fais de mon mieux pour suivre cette tradition, Claude. C'était Quentin Tarantino qui s'amusait en disant qu'après avoir vu le film de Lelouch, Le Voyou, il s'était rendu compte que Pulp Fiction, consciemment ou non, c'est toujours le problème, lui devait beaucoup. Ça, c'est un extrait fort de votre film. Oui, alors inconsciemment, puisque officiellement, il n'avait pas vu Le Voyou. Mais ce qu'il déclare à Claude, c'est qu'en découvrant ce film, il s'est aperçu qu'un autre cinéaste, en fait, avait déjà fait Pulp Fiction 25 ans auparavant, parce qu'en effet, c'est le même mécanisme d'une histoire déstructurée au niveau du narratif, avec une escroquerie, et voilà, ce sont les mêmes mécanismes et les mêmes plugs et sous-plugs. C'est amusant de découvrir ça, mais Claude Lelouch est un spécialiste. Si on regarde tous ses films pratiquement jusqu'au dernier, il mélange tout le temps le rythme, il mélange les cartes des séquences et la structure narrative est totalement éclatée. Il vient, il repart, il revient. Donc à l'époque, c'était très, très novateur, comme Un homme et une femme. Aujourd'hui, en 2020, les nouvelles générations et tous, on est habitués à regarder des films où la structure narrative est totalement éclatée. On commence par la fin, on revient au milieu. Voilà, tout est accepté. Voilà une question qui pourrait être une question d'entrée à la Fémis. Quel est le film que Stanley Kubrick montrait à tous ses acteurs et techniciens avant le début de chacun de ses tournages? Vous connaissez la réponse? Bien sûr. Même Eyes Wide Shut, et j'ai été sidéré, le film que Kubrick montrait à tout le monde, c'était La Bonne Année de Claude Lelouch. Et il avait même rajouté dans un livre assez dur à trouver qu'il ne comprenait pas pourquoi les Français n'avaient pas aimé ce film.
qui est pourtant un film culte et reconnu dans le monde entier aujourd'hui. Oui, il aimait surtout une séquence, un plan séquence dans la rue où Ventura et Fabian marchent tout en parlant. Et vous citiez Eyes Wide Shut. Je sais qu'il l'a montré à plusieurs reprises à Tom Cruise et à Nicole Kidman en leur disant, tu vois, c'est ça que je veux. C'est ça qu'il cherchait. C'est cette spontanéité, cette vérité, ce qui ne faisait pas du tout cinéma. Voilà, donc... Il avait pas tort. Mais le méchant dans Eyes Wide Shut, il est grimé comme Lino Ventura dans La Bonne Année. C'est saisissant. J'invite tous les fans de Lelouch et tous les fans de Kubrick à visionner les emprunts, probablement des hommages, qu'il y a dans Eyes Wide Shut sur La Bonne Année de Claude Lelouch. Je voudrais qu'on écoute un extrait d'un très vieux film de Claude Lelouch qui nous permettra de rebondir sur votre travail dans votre documentaire, c'est Mariage. Lorsque cette porte s'ouvrira, le film que nous avons intitulé Mariage pourra commencer. Il aurait très bien pu s'appeler Un homme et une femme. Bulogier et Rufus, c'était la première fois que je tournais avec eux. Je prendrais un très grand plaisir à les retrouver, ainsi que Marie-Léa qui fait, comme on dit, sa rentrée. Comme d'habitude, c'est Pierre Huitteroven qui m'a donné un coup de main pour les dialogues. Jean Collomb, qui éclaire mes films depuis 13 ans, a également éclairé celui-ci, en compagnie de Jacques Lefrançois, qui sera bientôt un grand de la lumière. Si ce film n'est pas muet, c'est la faute de Jean-Louis Ducarme. Et si vous comprenez tout ce qu'il y a à comprendre, c'est que Georges Klotz et son éternel complice, Françoise Orsoni, ont tout bien mis dans l'ordre. Si vous êtes dans cette salle, c'est que vous avez entendu parler du film, et ça c'est la faute d'Arlette Gordon. Si rien ne vous choque, ce sera grâce à Tania. Si le fisc ne trouve rien à redire à notre comptabilité, ce sera grâce à Eugène Belin. Enfin, si vous êtes nombreux à voir ce film, ce sont les films 13 qui gagneront le plus d'argent et qui paieront le plus d'impôts. Alors, quand Jean-Luc Godard fait ça dans Le Mépris, on dit c'est génial. Quand Claude Lelouch fait ça donc dans Mariage, on se dit c'est un artiste qui pose son précaré. Je ne sais pas comment vous dire. Le début de La Bonne Année commence justement par un homme et une femme. C'est-à-dire qu'il est lui-même son propre jardinier, Claude Lelouch. Oui. Et on en a l'impression qu'en s'intégrant lui-même avec sa voix off, la différence avec Le Mépris, c'est que dans Le Mépris, c'est pas la voix de Godard, je crois. Et là, c'est la voix de Lelouch. Est-ce que vous, pour faire ce documentaire, donc autour du tournage de 1+1 et de Salaud, on t'aime, est-ce que vous êtes replongé dans le travail de Lelouch ? Tout à fait. Alors, juste pour préciser pour vos cinéphiles qui vous écoutent, Sacha Guitry avait lui-même déjà fait au préalable un générique comme ça. Et donc, Godard reprenait Guitry. Mais bien sûr, on a tout attribué à Godard et rien aux autres. Bien évidemment, lorsque je me suis plongé dans cette aventure, j'ai commencé à regarder les films, à revoir les films de Claude, parce qu'il est difficile de faire quelque chose de bien si on ne connaît pas son sujet. Moi, j'ai toujours en tête une phrase d'un gars pas très con qui a écrit quelques bouquins intéressants et qui disait en quelques mots, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément. C'est Monsieur Rabelais, me semble-t-il. Et j'ai toujours pensé ça. Et je me dis, ça fait partie des exercices préparatoires de tout journaliste ou de tout documentariste. C'est de s'immerger dans le sujet que l'on va faire et de le connaître au mieux, si tant est qu'on puisse à un moment le connaître parfaitement. Mais voilà, donc j'ai revu les films de Claude, que j'avais vus pour la plupart et que je connaissais très très bien, et d'autres que je ne connaissais pas. Mais ça a été l'occasion de revoir. Et par exemple, Un homme et une femme, j'en avais un très mauvais souvenir. C'est un film que j'avais vu très jeune et ça m'avait fait un peu chier. J'ai eu une histoire romantique à l'autre. Et en le revoyant au moment du tournage de Tourner pour vivre, je me suis aperçu que le film, en fait, était... Alors que c'est un film, il avait moins d'une trentaine d'années, Claude, c'est un film d'adulte, très très noir, pas du tout romantique et à l'eau de rose, c'est vraiment un film sur l'impossibilité de l'amour, sur la mort qui est très présente. Donc j'ai l'impression même que Lelouch est beaucoup plus noir à ses débuts qu'il ne l'est au fur et à mesure de sa vie. Si les gens regardaient ses premiers films, on s'apercevrait que c'est l'amour avec des scies, c'est très noir, très, très pessimiste comme univers au début. D'ailleurs, on va écouter un extrait de « Et si c'était à refaire » avec Catherine Deneuve. On parle quand même d'une femme, d'une secrétaire qui est violée par son patron. Qu'est-ce que vous faites ici? J'attends la femme que j'aime pour que vous lui demandiez pardon. Vous êtes moins fier que dans votre bureau, hein? Écoutez, je suis vraiment navré. Je vais vous faire beaucoup de peine. Elle était totalement consentante. Oh, c'est pas vrai. Il y avait une saloperie dans le champagne. Hein, il y avait un truc.
Mais surtout que j'ai dans ma sacoche, par le bilan des hasards, une grosse somme d'argent. Largement suffisant pour un jeune couple qui débute dans la vie. Voilà, un moment très fort donc, dans Si c'était à refaire, puisque vous mentionnez les débuts de Claude Lelouch, en tout cas ses premiers films. Une jeune femme très jolie, Catherine Deneuve, et avant de partir en prison, elle est engagée comme secrétaire, et puis le patron la viole. Voilà. Et ça, c'est effectivement, dans votre film, je me souviens d'en tourner pour vivre, je me souviens qu'à un moment, je crois que c'est Valérie Perrin qui dit il s'attendrit, Claude, aujourd'hui. Je me trompe ou pas? C'est-à-dire qu'on a l'impression que évidemment, toutes les séquences avec Amma, en Inde, etc., montrent aussi quelqu'un qui a tellement embrassé de choses, Lelouch, dans ses thèmes, des thèmes très très durs, très violents, qu'il cherche un peu de réconfort. Oui, c'est ce que je vous disais, j'ai l'impression que les films de ses débuts étaient plus noirs, plus pessimistes même, qu'il ne l'est devenu, comme si les années, elles l'avaient adouci, avaient arrondi les angles. Il continue d'être obsédé par les mêmes thématiques, mais enfin, comment ne pas être obsédés les uns et les autres par la... Quand on aime la vie, on ne peut pas ne pas être obsédé par la mort, puisque c'est le complément, l'un ne va pas sans l'autre, et ainsi de suite. Donc il a toujours les mêmes obsessions, mais ses films finissent bien, ses films sont heureux, ses films sont pleins d'espoir, et cet espoir s'est développé au fur et à mesure de son œuvre. Et si les gens regardent son travail dans sa continuité, je pense qu'ils vont être surpris de voir qu'en effet, un cinéaste très noir, très pas apocalyptique, mais vraiment très noir à ses débuts. Et on apprend qu'à 50 ans, il a failli se suicider. Pas à 50 ans, non. Ce qu'il explique, c'est qu'après l'échec de son 6e film, il a ce défaut, c'est ce qu'on montre dans la voiture, il prend sa voiture et il part, et il trace, à la fois pour fuir, pour penser à d'autres choses, puis quand il est en voiture, il pense pas. Et comme il est fataliste et qu'il aime tenter le diable, on pourrait dire, il a roulé... tambour battant sous la pluie, en se disant si ça doit arriver, ça va arriver. Voilà, à provoquer le destin et en appelant en quelque sorte les dieux à venir lui faire une sortie de route qui n'est jamais arrivée. Et puis cette sortie de route l'a emmené jusqu'à un endroit de Deauville parce que sa mère était de là-bas. Et puis c'est là, toute cette histoire qu'il voit, alors qu'il est désespéré et qu'il appelle Dieu, parce qu'il croit en Dieu, et qu'il lui demande de lui donner une idée ou de lui faire un signe ou de le mettre sur la bonne voie. Il y a cette fameuse histoire qu'il a rencontrée où il a vu cette femme sur la plage, toute seule, avec des enfants. Et là, il a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce que fait une femme à cette heure-ci, blabla. Puis là, c'est un mec qui arrive, qui la rejoint. Et c'est ainsi qu'est né un homme et une femme, et qu'il s'est mis à l'écrire. Et ça l'a façonné pour le reste de sa vie, parce qu'il a considéré non seulement que le destin lui avait fait un signe, mais comme le film a marché et qu'il a adopté une technique et puis des principes pour ce film désespérément, puisqu'il était acculé, et que cela a marché, il en a fait en fait sa recette, qu'il a reproduit indéfiniment sur ses autres films, parce qu'il avait le sentiment qu'il avait quelque chose à rendre ou à renvoyer, et puis que la recette était bonne. Claude Lelouch, c'est pas un théoricien. C'est d'ailleurs peut-être ce que la Nouvelle Vague lui a reproché. Mais c'est quelqu'un qui est toujours, on a l'impression qu'il y a toujours une antenne qui est tournée vers les autres et vers lui-même. Et dans votre film, il y a cette phrase de Lelouch: « Mon inconscient est traversé par des ondes, je fais un peu de l'espionnage. » L'espionnage des comportements humains. Est-ce que vous, donc en l'ayant suivi toutes ces années, vous vous êtes un peu approché du mystère? On a tous envie de savoir comment Picasso mettait du rouge ou du bleu, ou comment David Bowie choisissait telle boîte à rythme. Est-ce que par moment, vous avez votre caméra, vous l'avez presque oubliée en disant « Ah, là, je suis au sein des saints ». Oui, enfin, l'objectif du film était d'expliquer justement l'inexplicable, c'est-à-dire d'où viennent les idées, comment évoluent-elles et où vont-elles. J'espère qu'en découvrant le film, les spectateurs retrouveront et comprendront ces processus, leurs origines et leur évolution. Par rapport à ce que vous évoquiez, là, Claude est quelque chose de beaucoup plus... c'est pas du tout artistique, c'est carrément mystique. Il consulte l'oracle. Voilà, je suis cartésien.
et je le déclare officiellement, et on le montre dans le film, il consulte l'oracle. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Ça, je ne sais pas. En tout cas, vu sa vie, l'oracle lui a répondu. Et qu'est-ce qu'il veut dire quand il fait un espion? C'est pas l'humain. C'est-à-dire qu'il considère, il croit fortement à la présence d'un dieu. Il a fait son mélange entre le judaïsme et le christianisme dont il est l'enfant, et a mélangé les deux. Donc il croit à des choses, et il a pour pratique quotidienne, et à chaque fois qu'il est face à une interrogation dont il n'a pas la réponse évidente, il consulte l'oracle. Ça veut dire quoi au XXIe siècle de consulter l'oracle? C'est-à-dire qu'il va poser une question à une force donc invisible, et qu'il va, via l'utilisation d'une force motrice, que je vais expliquer, il va obtenir une réponse. Qu'est-ce que c'est que cette force motrice? C'est un arc et des flèches, c'est un lancer de fléchettes, c'est une trotteuse, c'est une pièce. C'est-à-dire qu'il pense qu'entre la volonté et l'énergie, il y a la matière et la conscience, et que donc entre son interrogation et l'esprit supérieur, il y a toute cette matière, et qu'en soumettant sa question à une énergie, donc la force de l'arc et l'espace que va traverser la flèche, il pense que c'est l'interaction qu'il a avec cet oracle qui lui répond. Donc c'est vrai, véritablement, et là on touche à quelque chose qui tient du mystique et du paranormal. Il y a eu d'autres cinéastes, il y a plein d'artistes qui sont très branchés. Tarkovsky dans le cinéma était un croyant qui avait aussi des pratiques. Mais là, ce qui est très troublant avec Lelouch, qui est un homme cartésien, qui est un homme d'affaires, qui est un cinéaste, qui est un père de famille, qui est quelqu'un qui, quand on est avec lui, qui a vraiment les pieds sur terre, c'est cette partie que je connaissais, dont j'avais entendu parler, mais qu'il n'avait jamais expliqué, et que là, il expose clairement, et il le met dans ses films, comme on le montre dans Tourner pour vivre. Dans tous ses films, il y a une scène où les personnages, confrontés à une interrogation forte, qui est à la garde des enfants, est-ce que je divorce, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, il va tout d'un coup se poser une question et puis interroger l'oracle, et donc c'est ce qui va décider s'il fait le film ou pas, s'il va à tel endroit ou pas, s'il se marie ou pas. Enfin, quand c'est pas possible. Eh ben si, il le fait et continue de le faire. Je crois que dans votre film, il dit « la flèche traverse l'invisible ». Oui, et c'est exactement, parce qu'on aurait pu mettre tous les trucs qu'il utilise, mais là, on prend l'exemple de la flèche et du tir à l'arc. Donc, il explique, il dit le tir à l'arc, c'est la volonté, l'homme bande l'arc, et c'est sa volonté, c'est son esprit. Et puis, au moment où il lâche la flèche part, elle traverse l'espace. Et là, on n'est plus dans l'esprit de l'homme, on est dans l'esprit, selon lui, du grand architecte. Et donc, cette flèche, c'est le mélange de la volonté de Claude et son interrogation, puis du monde réel selon le grand architecte, et la cible étant la réponse. J'avoue que j'ai été très déstabilisé par cette méthode, parce qu'elle ne correspond pas du tout à mon monde, mais je dois reconnaître avec beaucoup d'humilité que il a peut-être pas tort, parce que il a bien zigzagué dans ce monde de fous, et il a obtenu des réponses à chaque fois très troublantes. Votre documentaire Tourner pour vivre sort entre 2 campagnes électorales. Je doute qu'on entende un discours aussi radical que celui-là. Si vous êtes venues, si nombreuses, répondant à notre appel, c'est bien que vous sentez que l'ancien temps est révolu. Nous ne voulons plus être la dernière colonie française. Plus de clandestinité, plus de ghetto. Il faut sortir au grand jour. Nous avons été les premières à descendre dans la rue depuis 2000 ans. Les propriétaires du trottoir, c'est nous. Ces messieurs sans nous? Réponse, rien. Rien. Ils n'ont aucun droit de propriété sur nous. Tout le monde croit que L'aventure, c'est l'aventure est un film de mecs. En fait, cet extrait qu'on vient d'entendre montre que c'est aussi un film de femmes. Ce discours, cette harangue bienvenue, qui montre combien Lelouch est attentif aux revendications féminines, mais même tout simplement à la femme. Que serait Claude Lelouch sans les femmes?
sur l'écran. Comment contentons-nous de l'écran, Philippe Azoulay? Que serions-nous sans les femmes tous, hein, il faudrait s'en rappeler. C'est un amoureux des femmes qui le manifeste clairement, comme beaucoup d'autres, et qui le dit. Il filme divinement bien les femmes, on voit qu'il les aime et qu'elles sont sublimes. Moi, j'adore Annie Girardot, qui est pour moi une des meilleures actrices. Elle est sublime dans les films de Claude, et toutes les actrices sont sublimes. Et là, quand vous avez passé l'extrait de l'aventure, c'est l'aventure, je n'ai qu'une chose à dire, l'aventure, c'est toujours l'aventure. Et ce film, qui était une déconnade, qui a été sifflé et vilipendé à Cannes, s'avère aujourd'hui, moi, c'est un de mes films préférés. Il est techniquement peut-être pas abouti, c'est peut-être pas le plus surprenant dans la mise en scène, mais c'est un bijou de déconnade et en fait de pertinence, parce qu'on s'aperçoit que ce film, qui date des fins des années 60, début 70, aujourd'hui est totalement moderne, puisque c'est le mouvement MeToo avant le mouvement MeToo, c'est la grande démerde, enfin c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, et mis dans un film qui est une sacrée déconnade. Comme dit Claude, c'est les pieds nickelés rencontrent les trois mousquetaires. Et que seraient certaines actrices sans Claude Lelouch? Pour être une grande et belle actrice, il faut aussi avoir quelqu'un qui sache capter peut-être ce que d'autres n'arrivent pas à capter. Renversons le postulat. Que serait Lelouch sans les femmes? Beaucoup moins que ce qu'il est. Que seraient certaines actrices sans Lelouch? Beaucoup moins que ce qu'elles ne seraient. Oui, et beaucoup d'acteurs aussi. Il a découvert beaucoup de talents. Lindon, vous me citiez Nils Aristrup, qui est dans un film alors qu'on l'avait oublié. Gamblin a commencé aussi avec Claude. Enfin, plein d'acteurs de talent ont commencé avec lui. Et c'est véritablement... il aime les femmes, il aime les couples, et puis il nous les rend... très accessibles, en fait, tout en étant merveilleux. Ils sont très simples à l'image. Dans votre documentaire, il y a un moment très beau, je trouve, où Jean Dujardin, entre deux prises, dit qu'en gros, que souvent on lui dit « fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça ». C'est son agent lui dit, on comprend un demi-mot, « fais pas ça, prends pas ce rôle, prends pas ce rôle, prends pas ce rôle ». Et Jean Dujardin dit « si, justement, il faut faire ça ». Et j'ai l'impression qu'il est un peu aussi, là, un alter ego de Claude Lelouch, qui a très souvent été là où on ne le croyait pas, jusqu'à prendre une autre identité pour le fameux roman de gare. Oui, alors moi, Jean me fait beaucoup penser à Jean-Paul Belmondo, plus qu'à Claude. Il a la même légèreté et la même simplicité lorsqu'il est sur un plateau. Ça veut dire qu'ils viennent jouer la comédie. Les comédiens, c'est un des rares métiers où l'on vient jouer. On joue au tennis aussi, on joue au football. Donc c'est un métier de grand enfant, puisque sinon on ne jouerait pas, on travaillerait. Et eux jouent. Et Jean reste dans cette dynamique. En plus, il est extrêmement disponible pour ses partenaires. C'est quelqu'un qui n'est pas auto-centré. Il pense à la scène. Et avec Claude, ils se sont parfaitement trouvés. Le femmes ou hommes, il aime les mettre à l'aise. Et pour les comédiens, c'est véritablement l'occasion de faire un film en s'amusant. Et alors après, le film est réussi ou pas. Mais pour eux, c'est une aventure, c'est une expérience. Et c'est l'occasion vraiment de se lâcher. Alors, j'ai demandé à une analyste du métalangage de faire une analyse des yeux de Claude Lelouch. Je trouvais ça incontournable. Cet homme passe sa vie, l'œil dans la caméra, à regarder les autres. Et je me suis dit, mais pourquoi ne pas analyser son regard et ses yeux? Et voilà ce que ça donne. C'est Anne Rioux qui a écrit ce texte après avoir passé beaucoup de temps dans les yeux de Claude Lelouch. C'est de la PNL qu'elle a fait, en fait? Non, pas du tout. C'est plutôt un regard poétique. Ah, d'accord. Le regard est ce lieu où se touchent deux frontières, celle de l'extériorité et celle de l'intériorité. Dans l'analyse d'un regard, on perçoit généralement deux yeux qui observent en concert la même chose. Cependant, très souvent, nous constatons que les yeux ont une personnalité propre. Un peut penser blanc et l'autre noir. Un peut être extraverti et l'autre introverti. Les yeux sont souvent un charivari, la scène du méli-mélo de nos cœurs et de nos albums de famille. Dans le regard de Claude Lelouch, on ne ressent pas ce méli-mélo, ces aléas de l'humeur. Tout au plus, on voit un regard rieur, canaille et doué. Il rit parce qu'il se sent un don de vision, comme la cartomancienne affiche un don de prédiction. Lui ne voit pas ce qui pourrait arriver un jour, il voit tout simplement ce qui est devant nous, hic et nunc, et que nous, malhabiles et hommes pressés, ne savons pas voir. Ces deux yeux sont un œil, un seul,
ultra performant. Pas de flou ou d'ambiguïté, pas de tergiversation. Ce regard n'est pas un regard de séducteur, jouant des atouts esthétiques et malicieux de la panoplie du charme. Sa séduction passe très certainement par d'autres voies, tout aussi subtiles, mais ces yeux-là sont dans un autre exercice. Ils font ce pourquoi ils sont faits. Voir. Tellement peu de regards savent voir. Donc c'est frappant, ici, de constater un regard réglé, ajusté, serré. Des yeux aiguisés qui guettent le réel derrière le rideau de leurs paupières fantassins. On pense aux yeux des oiseaux chez qui on le sait, la vision est le sens premier. De sa branche, l'oiseau nous observe et nous ne le savons pas. Il voit tout et presque à 360 degrés. C'est le ressenti que nous avons ici face aux yeux de Claude Lelouch. Un regard minutieux, aux aguets de ce qui se joue devant sa porte. Un regard qui se plaît à être seul à voir et qui en tire une certaine fierté. Ce regard n'est pas hautain, mais a de l'orgueil et regarde d'en haut comme le rapace dans sa majesté. Il pense que voir suppose distance et silence, mais aussi science. Dans une forclusion solitaire, il avance vers le réel, le déniche, le vise, l'attrape, l'expose. Ce regard est un outil dans le sens le plus noble, cet outil qui arrive dans l'anthropogénèse et permet à l'homme d'être debout, de s'éloigner de la belligérance animale pour gagner le partage en intelligence. Ses yeux sont savants et généreux. Oui, il planche sur l'objet comme l'aigle sur le lapin, mais en revanche, c'est un regard non violent, juste révélateur. Il déchire l'enveloppe opaque pour extraire les tissus sensibles. C'est un regard polysensoriel. Il touche âpreté et douceur, renifle senteur et musc, entend les petites musiques et les râles abyssaux. Sous ce regard, l'objet est vu, capturé, mis à nu, mais aussitôt recouvert d'un drap esthétique, car s'il y a voyeurisme, il n'est que généreux. Savoir voir pour savoir intensifier la vie en la révélant dans ses détails, ou peut-être même un seul détail, mais c'est toujours ce détail qui fait sens. Ce regard aime se balader avec sa lampe toujours dans la poche, comme un couteau suisse. Sur lui-même, il n'est pas bavard, mais il n'est pas non plus rétif à l'échange. Il aime les gens, il aime la vie, qu'il goûte avec toute une palette d'émotions, mais son plaisir intime et érotique, c'est capter ce qui ne se voit pas, ou si peu. C'est un regard bouclé dans son impatience plus ou moins maîtrisée, étant sa solitude. Clic-clac, il voit, il prend et présente sa prise, amusé, heureux. C'est un regard qui, comme dans la cour d'école en CE2, dit à l'envie « Je vais t'attraper, je vais t'attraper ». Et il nous attrape. Quelle jouissance. Pourtant, nous, on s'était bien cachés. C'est une analyse totalement libre, donc de Anne Rioux, qui a fait le même exercice pour Mathilde Amé, Aïssa Maïga, Fred Cavaillé. Difficile pour vous de réagir en direct face à cette analyse, que Claude Lelouch verra peut-être. Mais est-ce que vous avez glané au passage des petites choses qui vous semblent, vous qui connaissez Lelouch, vraies ? Il a un regard attentif, mais qui est normal, c'est l'exercice du métier, c'est qu'il le veut. Pour le reste, non, moi je le vois pas. Voilà, je vois pas, c'est pas du tout le même regard, mais c'est assez sympathique. Et puis chacun voit les choses comme il l'entend. Voilà, non, il a le regard d'un être curieux qui a passé sa vie à regarder. Mon père est photographe. Il a 89 ans, mais c'est un ancien, c'est un photographe, resté toujours photographe de guerre et grand reporter à match, tout ça. Donc je n'ai grandi qu'avec des gens avec des regards attentifs et qui voient ce que les autres ne voient pas. Donc c'est un très joli texte. Si c'est l'effet que procure, que suscite Claude, écoutez, pas de commentaire à dire. C'est son sentiment. Au Japon, en Afrique du Sud, aux États-Unis, dans le monde entier, la violence prend toujours le visage tristement symbolique d'un homme qui en frappe un autre. Ici, lutte de classe, ailleurs, violence raciale. Il y a toujours d'un côté l'oppresseur et de l'autre l'opprimé. Et tous les hommes, qu'ils soient jaunes, noirs ou blancs, sont solidaires par la violence qui leur est faite, car ils revendiquent leur dignité d'homme. Et quand un policier, quelque part dans le monde, brutalise un homme révolté, c'est l'humanité tout entière qui est atteinte dans sa liberté. C'est un extrait d'un autre homme, une autre chance, avec Annie Girardot et Yves Montand. Je voulais saisir ce moment
Le personnage de Montand joue un journaliste. Pour parler de vous aussi, de votre parcours, de capteur d'images, des fois d'images difficiles, d'images, on va dire, géopolitiques. Oui, comme je vous le disais, j'ai grandi dans un monde où, entre le cinéma et la réalité, entre un père photoreporter de guerre et photoreporter, voilà, tout court, et puis une famille maternelle qui travaille dans le cinéma depuis 1910 et qui a toujours pensé que le cinéma était le moyen d'émanciper que c'était le plus grand des médias et que c'était le moyen d'élever les consciences, d'émanciper les esprits, voilà. Et donc, ma famille maternelle travaillait avec Chaplin, Pagnol, Renoir, Carnet, avant la guerre, et puis Bergman, Kubrick, et tant d'autres après la guerre. Moi, je ne vais pas vous faire la liste parce qu'elle est longue, mais elle va jusqu'aux frères Cohen, puisque c'est les derniers. Et entre-temps, elle est passée par Lelouch, Godard, Truffaut et tous les autres, Varda, Demy, Blier, tout ça. Donc, moi, je voulais faire du sport plus jeune, et lorsque j'ai compris que j'allais pas être champion, je connais vite mes limites et j'essaie d'être objectif avec moi-même. Donc, je me suis intéressé au cinéma davantage. J'ai fait des cours de théâtre, j'ai monté une troupe, et très vite aussi, je me suis rendu compte que j'étais meilleur derrière la caméra que devant. Et tout en faisant de la musique, alors à ce moment-là, j'étais pas très bon batteur, mais je faisais de la musique. Je côtoyais des groupes. Et peu à peu, je suis passé derrière la caméra. J'ai pris ma caméra et puis j'attendais pas qu'on m'appelle. J'ai commencé à filmer mes potes et à monter. Et puis j'ai fait des clips. Puis peu à peu, ces clips sont devenus de plus en plus sérieux. Les groupes aussi. Puis je les ai vendus et ainsi de suite. Et mon père voulait que j'ai un métier. Il me disait, il faut que tu sois un homme libre. Et pour être un homme libre, il faut avoir un métier qui marche partout dans le monde. Donc, il m'a poussé à prendre la caméra, à rentrer dans une agence de presse Sigma, où je suis rentré comme assistant d'assistance, chef assistant branleur. Après, je suis passé chef branleur. Et puis, je me suis retrouvé à un moment assistant monteur, assistant opérateur, et ainsi de suite. Et voilà, et c'est comme ça que j'ai appris le reportage et que j'ai continué. Il m'a permis de me nourrir, en fait, parce que j'ai gagné ma vie en travaillant pour des rédactions, en faisant des reportages. Et voilà, et j'ai appris la caméra en tournant, comme Claude, comme tant d'autres. J'ai pas mon bac, j'ai pas de diplôme, j'ai appris sur le terrain. Et j'y ai trouvé ma place, en fait. Alors Claude Lelouch, c'est une sorte de démiurge du temps, hein, tous ces allers-retours qu'il y a entre le présent, le passé, le noir et blanc, la couleur, ces anciens films et les films contemporains. C'est une sorte d'odyssée intérieure, j'allais dire. Mais là, quand il est en Inde et quand vous le filmez être en Inde pour 1+1, il y a cette phrase très forte dans votre documentaire, c'est en Occident, on considère que le temps appartient à l'homme, mais en Inde, il appartient à Dieu. Et ce qui est très beau dans vos documentaires, c'est qu'à ce moment-là, on a l'impression de voir un Lelouch. Là, pour le coup, un jeune Tintin. C'est-à-dire que le temps qu'il pensait pouvoir un peu façonner comme de la pâte à modeler, alors là, il a trouvé, entre guillemets, fort à faire. He met his match, exactement. Mais on n'est pas sur le tournage, là. On est dans le repérage où je l'emmène en Inde pour lui montrer ce pays, pour lui montrer le voyage qu'il peut y faire. Et en fait, tout ce qu'on découvre pendant ces repérages vont devenir les scènes de 1+1. En fait, il prépare, c'est ce que montre sur Repérage. Le film 1+1 n'est que la traduction du repérage qu'il a fait lui-même avec Valérie Perrin, moi-même et Raoul Vora, et puis après c'est traduit et interprété par Jean Dujardin, par Elsa Zilberstein. Et là nous sommes nous attendons le train et il ne vient pas et les gens attendent et c'est une des choses particulières en Inde, c'est que les hindous n'ont pas la même notion du temps que nous, ou plutôt les hindous ne vivent pas dans le même temps que nous. Et quand je dis nous, alors on peut, en ayant pas mal voyagé, j'ai rarement vu, pour ne pas dire jamais, un monde où les gens ont une telle distance avec le temps. C'est-à-dire que vous pouvez donner rendez-vous à quelqu'un, dire on se vous donne rendez-vous lundi, et puis le lundi vous attendez la personne, elle vient pas. Et puis le mardi non plus, puis le mercredi non plus. Puis elle va venir un lundi, mais pas le lundi prévu, 2 lundis plus tard. Il dit mais tu m'as dit lundi. Donc pour nous, ça paraît aberrant. On dit, mais comment ça, je t'ai dit lundi et tu viens 3 semaines plus tard? Mais pour l'hindou, c'est lundi.
Et si ça, et donc je dis ça parce que je parle de rendez-vous professionnels, des gens que j'ai vu dans des situations comme ça qui étaient désarçonnés. Et là, vous évoquez cette attente dans une gare paumée au bout du monde en Inde, et où on attend ce train qui ne vient pas. Et comme je l'explique dans le film, c'est pour l'homme pressé qu'est Lelouch, c'est tout d'un coup une incompatibilité ou une impossibilité. Sauf que là, Tintin, il n'a pas le choix. Le train ne viendra pas, il passera pas. Et puis, il ne peut pas parler la langue des autres. Donc, on a notre... une des personnes avec qui on travaille qui est avec nous et qui explique à la caméra et à Claude, en fait, cette notion que nous, les Occidentaux, on fait tout selon nos timings, on se prépare, on s'organise, on gère tout selon nos montres pour que tout rentre dans nos timings. Alors qu'en Inde, ah non, c'est le grand architecte qui décide du timing, et puis nous, on fait ce qu'on peut avec. C'est vraiment deux mondes, je ne sais pas qui a raison, mais je pense que les deux ont tort. C'est-à-dire que nous, on est obsédés, on veut maîtriser le temps que nous ne contrôlons pas. C'est ce que raconte aussi Tourner pour vivre, d'un cinéaste qui veut contrôler son temps. Et en Inde, ils considèrent qu'ils n'ont aucun contrôle du temps, donc se laissent... Bon, il y a peut-être une juste mesure à trouver entre les deux. En tout cas, pour ceux qui ont un timing serré, n'allez pas en Inde. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais Claude Lelouch a aussi été une femme. Écoutez. D'être là, je commence par vous. Je dis Réaliser, alors là, je peux vous faire un aveu, confession. Hein, ne m'en veuillez pas. J'ai pas du tout aimé Roman de Gare. Hein. Et là, j'avoue, c'est vrai que Roman de Gare, j'avais pas compris pourquoi du tout, mais pas du tout, pourquoi ça a eu autant de succès. Donc je le reconnais. Hein, et je vous dis, et là, avec Dieu est un autre, vous m'avez épaté. J'ai trouvé ce bouquin formidablement écrit, émouvant, vrai, juste. C'est comme si vous vous étiez trouvé vous-même. C'est comme si, enfin, vous vous êtes donné rendez-vous à vous-même et il se passe quelque chose de très étrange et très beau dans ce livre. Dieu est un autre est tellement loin de votre roman précédent, de ce Roman de Gare. Hein. En quoi avez-vous puisé? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Enfin, ça va être discret, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit si différent? C'est peut-être Dieu qui m'a soufflé le texte. Alors j'ai choisi cet extrait de Roman de Gare, puisque un peu comme Itinéraire d'un enfant gâté, il s'agit, avec Belmondo, il s'agit d'une personne, jouée par Fanny Ardant, qui se met un peu en retrait. Et j'aime beaucoup ce passage parce qu'elle est interviewée par Serge Moretti, qui dit « Ouais, on a aimé certains de vos films, certains de vos livres, il y en a d'autres voilà, qu'on redécouvre. » Et dans votre documentaire, Tourner pour vivre, Philippe Azoulay, on voit aussi les moments d'abattement. Oui, ça me semble très important chez un créateur de montrer que... Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où les gens veulent tous être... Les mômes veulent être tous Mbappé ou veulent être Rihanna ou veulent être des stars de la musique, du cinéma et de toutes les disciplines. Il faudrait se rappeler qu'il y a un élu pour beaucoup de concurrents et puis surtout que ça demande beaucoup de sacrifices et beaucoup d'efforts. Et je voulais montrer aussi qu'il y a tellement d'engagement, tellement d'enjeux que lorsque la réussite ou le succès n'est pas au rendez-vous, c'est très compliqué émotionnellement et moralement, c'est financièrement. Voilà, donc le film ne fait pas l'impasse justement sur les échecs, les difficultés, les obstacles qui participent de la carrière d'un cinéaste. Et on est dans une société où on ne veut que le succès, que le triomphe. Je crois qu'il existe, je me trompe peut-être, mais il existe un proverbe asiatique, je crois que c'est japonais ou peut-être chinois, qui dit « Un homme qui n'a pas connu l'échec n'est pas un homme. Un homme qui ne s'est pas remis d'un échec, où un homme ne devient un homme qu'une fois qu'il s'est remis d'un échec. » Et c'est vraiment cette nuance où nous, on est dans une société de la performance et de la réussite, où on admire que ce qui marche, alors qu'il y a des choses extraordinaires qui ne marchent pas. Et puis, il faudrait tous, avec beaucoup d'humilité, se rappeler que les musées sont pleins de grands tableaux et de maîtres qui n'ont pas bien gagné leur vie, qu'on a jeté aux oubliettes de leur vivant et qui, aujourd'hui, sont considérés comme des génies. Donc, la réussite et le succès ne sont pas la preuve d'une qualité, elles sont la preuve d'être en phase avec son temps, mais ce n'est pas pour... Voilà. Donc, pour moi, avec Tourner pour vivre, je voulais vraiment montrer aux gens ce que c'est. Tant mieux si les films marchaient, mais c'est ce que je me disais aussi en tournant le film. Si ça marche pas, si ça se passe mal, je le souhaite pas, mais ça ne sera que d'autant plus intéressant dans le film. Et là, on est dans un ressort narratif qui tient du dramatique et du polar ou du film à suspense. C'est-à-dire que plus les obstacles et plus les dangers sont grands, plus la tension est forte et plus le film a de sens et d'intérêt. Et dans votre documentaire, à un moment, on entend Claude Lelouch dire ce film, moins il marche, plus je l'aime. Ouais.
Il est comme ça. Alors, comme il le dit d'ailleurs, il dit c'est peut-être de la mauvaise foi, mais il a ce défaut, où c'est très humain, de vouloir protéger le dernier, le plus fragile de ses enfants, le dernier ou celui qui ne marche pas. Et évidemment, quand un film cartonne, c'est plus facile de passer au suivant. Et quand il ne marche pas, c'est comme un chewing-gum qui vous colle au pied et vous demandez pourquoi est-ce que j'ai pas été bon, ou pourquoi il n'a pas rencontré le public, ou pourquoi ci, ou pourquoi ça. Il y a plein de raisons qui expliquent un échec, et puis plein de raisons qui explique un succès. Et en fait, il n'y a pas de règle. C'est tellement... Mais il a cette mauvaise foi touchante de vouloir défendre ses films les plus fragiles. Et je crois qu'à un moment, il dit même « J'aurais aimé assister au succès de ce film, donc le sien, de mon vivant. » Donc, évidemment, il y a tout ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport aux cases dans lesquelles on l'a mis, par rapport à la nouvelle vague. Et on ne sent jamais trop d'amertume chez lui, à travers votre film, mais en même temps, il y a des étiquettes fausses sur son travail. Sur le premier point, c'est à propos de Salaud on t'aime, qui est un film très personnel et auquel il tenait beaucoup, et qui est très touchant, en fait, comme film. Et le film n'a pas rencontré le succès attendu en salle. Et c'est vrai qu'il a été blessé parce qu'il considérait avoir fait un film de qualité. Donc, mais ça, je pense que c'est pour tout créateur, lorsqu'on a le sentiment d'avoir bien fait son travail et de ne pas être trouvé grâce aux yeux des autres, c'est une douleur. Il n'a pas beaucoup d'amertume, Claude. Il reste positif, il oublie beaucoup de choses, et notamment face à la nouvelle vague. Mais sur cette histoire de nouvelle vague que vous évoquez, moi, je voudrais quand même rappeler deux choses. Parce que j'ai l'impression que c'est une grosse fumisterie, cette histoire. Tous l'ont dit d'ailleurs. Chabrol le premier a dit que c'était une fumisterie. Oui, mais il en est complice. La nouvelle vague, c'est pas eux qui l'ont inventée. La nouvelle vague, elle a commencé dans les années 30 à Paris, avec un film qui s'appelle Graines de violence de Billy Wilder, et elle s'est confirmée avec le film, le chef-d'œuvre de Vittorio De Sica, Le voleur de bicyclette, qui a filmé dans la rue avec sa caméra et avec de la vraie figuration. Ça, c'est la caméra qui descend dans la rue. Ce qu'on appelle, nous, aujourd'hui, encore la nouvelle vague, et que dont se sont vêtus et revêtus certains critiques, journalistes ou médias, c'est cette bande de cinéastes qui arrivaient des cahiers du cinéma, qui ont fait du cinéma, mais en fait ce ne sont pas eux, c'est l'apparition d'une pellicule nouvelle qui a permis aux opérateurs, donc une pellicule 16, qui permettait aux opérateurs de travailler avec des caméras différentes, images et sons, et de pouvoir aller filmer à l'épaule dans la rue sans appoint de lumière. Donc c'est une révolution technique qui a permis aux cinéastes de descendre dans la rue. Puis c'est aussi une économie qui a permis à des distributeurs, producteurs, exploitants, en l'occurrence, je les connais un peu parce que c'est mes grands-parents, d'aller chercher des cinéastes nouveaux, moins chers, pour leur donner la parole. Bergman, Kubrick, et ainsi de suite. Godard, Truffaut arrivant bien après. Mais en France, la nouvelle vague s'est accaparée, la critique s'est accaparée du phénomène et a considéré que Lelouch n'en faisait pas partie. Et lui, oui. Il faudrait peut-être savoir que Lelouch, Truffaut est allé le voir et voulait que en voyant Un homme et une femme, il a dit « Ah, c'est toi la nouvelle vague, on va te mettre comme porte-étendard de la nouvelle vague ». Et Lelouch a refusé. Et dès lors, la nouvelle vague, les cinéastes ou les critiques lui sont tombés dessus et n'ont jamais cessé de le mettre dans la marge. Donc tout ça, on va dire, j'ai l'impression que nous, spectateurs, on est victimes d'une bande de mecs qui, entre eux, ont fait leur soupe. Ouais, c'est un peu comme André Breton qui prenait le surréalisme, mais qui demandait à tous les pseudo-surréalistes de payer leur cotisation et de se déclarer surréaliste. C'est toujours l'éternel débat entre doit-on organiser la liberté. Mais finalement, pour terminer sur votre documentaire, Philippe Azoulay, Tourner pour vivre, il y a quand même cette phrase que j'ai notée, Lelouch dit qu'à 77 ans, son cerveau marche mieux qu'avant. Oui, en effet, on est en Inde et là, ce jour-là, on est sur le tournage, il a le dos qui se coince, il est physiquement ruiné, il souffre. Et donc, on le voit chercher à apaiser ses douleurs. Et il dit, si j'ai le corps peine, mais le cerveau est meilleur, il va plus vite. Alors, je ne sais pas s'il va plus vite, mais en tout cas, bien évidemment, il montre que l'âge n'est pas un handicap. Et c'est un handicap physique, mais pas un handicap cérébral, et que artistiquement, il est tout à fait au point et qu'il est capable de faire ses meilleurs films. Évidemment, le physique n'est plus le même. Il ne peut pas courir 20 heures par jour avec une caméra à l'épaule. Ça, il ne peut pas le faire. Mais est-ce qu'on est obligé de courir 20 heures par jour pour faire des bons films ?
Même Henri Matisse peignait allongé, il s'était fabriqué une sorte de pinceau où il pouvait peindre à 2 mètres d'intervalle. Renoir se lestait les mains avec des bandes pour pouvoir tenir ses pinceaux. Enfin, on peut citer des artistes qui, malgré la douleur physique, sont allés au bout. Vous êtes prêts pour le petit questionnaire rituel de fin d'émission? Question courte, réponse courte. Où étiez-vous lors du passage à l'an 2000, le 31 décembre 1999 à 23h59? Alors, j'étais à Paris. Je suis incapable de me rappeler ce jour-là, mais je dois avouer que pour moi, considérant que les dates ont été une invention des hommes et que les calendriers n'ont pas cessé de bouger, j'ai jamais cru à cette histoire de passage de l'an 2000, si ce n'est l'informatique. Pour l'informatique, oui, parce que c'était une date fixe. Quel est le livre que vous avez le plus offert? Je pense que c'est peut-être Sapiens de Yuval Harari, que j'ai offert à beaucoup de gens, parce que je trouve que c'est un bouquin intelligent pour comprendre d'où on vient, simplement. Si vous pouviez ressusciter une personnalité historique pour un dîner en tête-à-tête au Club 13, ce serait qui? Alors j'ai hésité parce qu'il y en a plein, je pourrais vous citer Chaplin, enfin il y en a plein que j'ai envie avec qui, ou de très jolies femmes avec qui j'aimerais bien avoir une discussion, mais je me suis dit que s'il y en a vraiment un qui pour moi a marqué le monde, c'est Moïse. Parce que pour moi c'est le plus grand des hommes politiques, c'est pas du tout un spirituel, c'est un homme politique, et que ne serait-ce que ces 10 commandements, si on pouvait les appliquer, peut-être qu'on vivrait tous en paix et en harmonie, enfin, une fois pour toutes, quelles que soient nos religions, nos couleurs et nos croyances, juste 10 commandements basiques qui nous semblent évidents. Moïse mérite... Voilà, je me dis, mais il y en a tellement d'autres. Philippe Azoulay, est-ce que vous avez déjà pensé à la musique de vos funérailles? Ça m'est arrivé 2-3 fois en voyant des films où la musique était comme The Big Child. J'y ai pensé 2-3 fois en me disant, mais moi, si on met de la musique, il faut que ce soit une fête. Donc, je ne sais pas si ce serait Sly Stone Live de Sly Stone ou, je ne sais pas, quelque chose de gai. Ou qu'on ne pleure pas, en tout cas. Quelle est la dernière fois que vous êtes passé devant la maternité où vous êtes né? Je suis né au Belvédère à Boulogne, donc ma mère habite toujours Boulogne. Je passe parfois à côté, mais je ne vais pas sur les lieux du crime. Je ne retourne pas sur les lieux du crime. Imaginons que vous soyez en conflit avec quelqu'un que vous aimiez beaucoup avant et que vous décidez de faire un pas vers lui ou vers elle, vous vous enterrez l'âge de guerre. Quel est le DVD que vous envoyez par la poste pour bien faire comprendre le message « Je veux redevenir ton ami ». Tourner pour vivre. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans un musée, puis sans penser à quoi que ce soit, au détour d'un couloir, vous vous trouvez face à une peinture ou une sculpture, vous vous dites « mais c'est moi ». Apollon, à chaque fois, non, sérieusement, jamais. Et est-ce qu'avant de prendre une grande décision, choisir le titre d'un film, choisir le film suivant, vous avez un toc, un gris-gris ou un rituel qui vous aide à prendre cette décision? Marguerite Duras disait qu'elle ne pouvait se mettre à écrire que si son lit derrière elle était impeccablement fait, et ça pouvait lui prendre 1 heure à refaire les 4 coins. Non, je n'ai aucun toc, aucun gris-gris. Je garde précieusement d'une expédition polaire en Antarctique. On m'avait dit, si tu shootes dans la neige, tu verras, il y a des fossiles. J'ai rigolé. Et on m'a dit, tu vas voir, et garde-les, ça porte chance. J'ai shooté, j'ai enlevé la neige de là. Et tout de suite, des fossiles sont apparus. Donc j'en ai pris, je les ai gardés. Et je les garde précieusement, en effet, parce qu'ils ont sans doute millions d'années. Tout petits fossiles, voilà. Mais j'ai pas de toc ni de gris-gris. Merci beaucoup Philippe Azoulay d'avoir été l'invité du Vrai Monde. Votre documentaire Tourner pour vivre est en salle depuis une dizaine de jours. Merci beaucoup. C'est moi. À bientôt.